Rockefeller, Gates, Soros, des noms qui, pour certains, riment avec sauveur, et pour d'autres, avec manipulateur de l'ombre. Alors comment c'est possible? Comment les mêmes personnes peuvent être au centre de deux histoires aussi radicalement opposées? C'est ça qu'on va essayer de démêler ensemble. D'un côté, on a l'histoire que, on va dire, tout le monde connaît. Un siècle de philanthropie, des vaccins, des épidémies terrassées, des millions de vies sauvées. Et de l'autre, une histoire beaucoup plus sombre, celle d'un contrôle secret, d'un agenda caché qui serait mené par une toute petite élite mondiale. Et c'est ça le vrai paradoxe. Comment ces deux visions peuvent coexister pour les mêmes individus, les mêmes fondations? Pour comprendre, en fait, il faut suivre deux pistes bien distinctes, celle de l'argent destiné au public et celle des réseaux, eux, très privés. Allez, commençons par la partie la plus visible, la plus connue, la mission de santé publique. Une histoire qui, on va le voir, s'étend sur plus d'un siècle. Et attention, cette histoire ne date pas d'hier, hein. On peut remonter jusqu'en 1913 avec la fameuse fondation Rockefeller. Puis hop, un bout en 1948, on la retrouve qui soutient la création de l'OMS et plus près de nous bien sûr, l'arrivée du géant, la fondation Gates et Gavi en l'an 2000, jusqu'à leur rôle absolument central pendant la pandémie de Covid-19. À chaque fois, l'objectif affiché est le même, s'attaquer de front aux plus grandes menaces sanitaires mondiales. Mais pour vraiment saisir l'ampleur de cette mission, il faut parler chiffres, il faut parler d'argent. Et là, les sommes en jeu sont, tout simplement vertigineuses. Regardez. Prenons un seul exemple. Mais quel exemple? La fondation Bill et Melinda Gates. À elle seule, elle a distribué plus de 83 milliards de dollars en subventions. Ce n'est pas juste un gros chiffre sur un écran, hein. C'est une puissance de feu financière capable de, littéralement, redessiner la carte de la santé dans le monde. Et ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Le Fonds mondial, qui est un mélange d'argent public et privé, a injecté presque 70 milliards de dollars depuis 2002 pour combattre le sida, la tuberculose et le paludisme. On parle de sommes colossales, entièrement tournées vers la santé publique. Ok, ça c'est pour la mission publique, la phase visible. Maintenant, on va retourner la pièce. D'où vient tout cet argent? Et surtout, d'où vient cette influence? Pour ça, il faut remonter le temps et changer complètement de décor. Et là, la chronologie nous raconte une toute autre histoire. On ne parle plus de santé, mais de la consolidation du pouvoir financier. On retrouve les Rothschild en Europe, les Rockefeller et les Morgan, qui bâtissent des empires, des monopoles industriels et financiers aux États-Unis. Et on voit même l'ombre de ces cercles d'influence dans la création de la Réserve fédérale américaine en 1913. La question c'est, comment ce pouvoir s'est-il maintenu? Comment s'est-il développé pendant des décennies? Eh bien, les sources qu'on a analysées pointent toutes vers un élément clé, des réseaux. Des réseaux privés très fermés composés de l'élite de l'époque. Et c'est là vraiment que l'histoire devient beaucoup plus complexe. Alors, plongeons dans ces fameux réseaux, ces endroits où la philanthropie, la finance, la politique se rencontrent. Et le plus souvent, à l'abri des regards. Ce tableau, il est vraiment au cœur de notre sujet. Il nous montre les grands forums. Bilderberg, le Forum économique mondial, le Council on Foreign Relations, et regardez bien les noms qui reviennent en boucle. Rockefeller, Gates, Soros. Ce sont exactement les mêmes acteurs qu'on a vus dans la philanthropie. Sauf qu'ici, le sujet de discussion, c'est la marche du monde. Et ça se passe en privé. Alors juste pour qu'on soit bien clair, qu'est-ce qu'on entend par réseau d'élite? C'est tout simplement un système informel, des personnes très influentes qui viennent du monde des affaires, de la politique, du monde universitaire et qui se retrouvent pour discuter des grands enjeux mondiaux, souvent à huis clos. L'idée, c'est l'accès à l'information et le partage d'idées, au plus haut niveau. Et c'est maintenant que ça devient vraiment intéressant. On va faire le pont entre les deux mondes. D'un côté, la philanthropie, bien visible, et de l'autre, ces réseaux privés. Et on va voir que le lien entre les deux est beaucoup plus direct qu'on pourrait le penser. Ok, souvenons-nous de ce chiffre. Plus de 83 milliards de dollars. Ça, c'est le visage public, c'est l'immense effort philanthropique de la fondation Gates. Gardons ça en tête. Et maintenant, regardons de l'autre côté du miroir. Et voilà le lien en clair. Cette même fondation qui donne des milliards, eh bien, elle est partenaire du Forum économique mondial. Son fondateur, Bill Gates, participe aux réunions très discrètes du groupe Bilderberg. Une de ses dirigeantes est membre de la commission trilatérale. Et la fondation elle-même finance le Council on Foreign Relations. Les deux mondes, le public et le privé, ne sont pas juste connectés, ils sont complètement imbriqués. On arrive donc au cœur du problème, à la tension fondamentale qui explique pourquoi on a deux récits si différents au début. Résumons. D'un côté, on a la philanthropie. C'est public, c'est plutôt transparent, on peut suivre les subventions, les objectifs sont clairs, on parle de santé. Et de l'autre, ces réseaux privés. Et là, c'est l'exact opposé, c'est l'opacité. Réunions à huis clos, discussions confidentielles, on a bien deux manières d'influencer le monde et elles sont radicalement différentes.
Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Premièrement, un fait indéniable. D'immenses fortunes privées ont financé plus d'un siècle de progrès en santé publique. C'est un fait. Mais deuxième point, et il est crucial, les architectes de cette philanthropie participent aussi à des forums privés ultra influents. Et c'est là que naît toute la tension, entre le bien public qu'on affiche et une influence privée qui, elle, ne rend de compte à personne. Ce qui nous amène à la vraie question, la question de fond. Qui, au final, décide de l'agenda? Et c'est la question qui reste en suspens. Quand une richesse privée s'attaque à des problèmes publics, qui définit vraiment l'agenda? Qui est responsable de ces choix? C'est tout le dilemme au carrefour de la philanthropie, du pouvoir et de l'influence à l'échelle mondiale.